sais où sont les juges. Tu ne veux pas qu'ils voient que tu as mal, que chaque mouvement te fait souffrir. Depuis cette blessure à l'aine, tu ne contrôles plus ta jambe. Tu dois déployer des efforts insensés dans tout le reste de ton corps pour la mettre en mouvement et donner l'illusion que tu es en pleine santé. Tu n'as jamais déclaré forfait, tu n'allais pas commencer aujourd'hui. Alors tu serres les dents. À chaque figure, tu espères garder l'équilibre. Tu as effectué ces gestes tellement de fois dans ta vie qu'ils sont gravés dans chacun de tes muscles. Mais ce saut est trop difficile. Il réveille ta douleur. Tu cries et tu perds l'équilibre. Surya Bonali, la perle noire du patin. Une petite fille des îles qui a fait fondre la glace récemment encore avec ses performances. Surya et ses Bonali, talents. encore à la une de la page sportive, la patineuse réunionnaise est devenue pour la Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va. Ainsi parlait le penseur Antonio Gramsci. Depuis sa naissance, ses parents adoptifs ont dit à Surya qu'elle était née à Nice. Mais à la fin des années 80, les journalistes se permettent de raconter une autre histoire. Surya est née au large de l'Afrique, sur la petite île de la Réunion, un lieu pour le moins exotique. Les Bonali ont trouvé Surya à l'âge de 3 mois, abandonnée par sa famille. Corps et l'âme, épisode 5. Pendant des années, ça m'a un peu tracassée parce que je me dis, c'est bizarre parce que mon passeport me dit né à Nice. Puis après, un autre, une personne dans le reste du monde qui dit que je suis née sur une plage, que j'ai pris le bateau, enfin, je sais pas, bizarre. Et puis non, je sais pas, mon père, je lui dis, t'es sûr que tu me caches pas quelque chose? T'es sûr qu'il me dit, non, je le jure, c'est exactement pareil. Je lui dis, pourquoi mon passeport c'est marqué ça? Est-ce que c'est vous qui l'avez marqué, qui a décidé de marquer sur mon passeport ou mon livret de famille que je suis née à Nice? Mais non, c'est... Ok, à partir de là, je dis, bon, il y a un truc bizarre, mais bon, que je le crois. Il y a eu quand même quelque chose qui a pas mal déstabilisé Surya, je pense. C'est cette rumeur comme quoi elle avait été trouvée sur une plage et qui est passée pas mal, surtout aux États-Unis, dans les médias américains. D'où ça venait, ça? Mauvaise question. Didier Gaillaguet ne s'attendait manifestement pas à cette question. Écoutez, En une seconde, son sourire s'est évaporé. vous savez, vous êtes journaliste. Vous avez besoin de raconter des histoires. Et les histoires des gens, des fois on les embellit un peu. On a raconté des histoires sur la base de faits plus ou moins réels. La plage abandonnée, n'exagérant rien. Mais on a écrit autour d'une histoire exceptionnelle qui est celle de Surya, d'une personne exceptionnelle qui est celle de Surya. Disons qu'on a écrit autour de cela des choses que les journalistes voulaient entendre. Et ça lui a plutôt bien réussi. Je pense que c'est au moment où je suis arrivée en équipe de France et que j'allais faire le championnat d'Europe senior pour la première fois. Ils avaient besoin d'images et quelque chose et les gens disaient « Oh, c'est une nouvelle patineuse, donc d'où elle est alors ?» Donc souvent les médias, ils ont besoin de savoir d'où les patineurs, machin, ils ont leur petite liste. Et là, ils doivent être surpris de dire « Oh, wow, donc elle est de France. Ok, elle est noire, mais machin. Ok, c'est pas rond parce qu'on a toujours besoin d'avoir une histoire un peu de ce qui se passe, un petit biographie de chaque. Mais là, c'était un peu différent parce que c'était lui qui avait totalement monté l'histoire et pour avoir que ça soit plus sensationnel, quoi. Moi, je suis bien placé pour savoir ce qu'est le jugement au niveau international. On s'est battu avec les mêmes armes que les autres. Quitte d'ailleurs parfois, sans tricher d'ailleurs, on n'a jamais triché, mais quitte d'ailleurs à faire du lobbying intensif, c'est-à-dire, ça existe dans toutes les sociétés qui vendent, entre guillemets, parce que c'est comme le terme n'est pas approprié, leurs produits. Donc notre produit, nous, c'est la qualité de nos patineurs. Eh bien, nous sommes battus pour faire respecter la qualité du patinage français. Et je pense que sans cela,
Souria n'aurait pas pu être quintuple championne d'Europe. La famille Bonali, qui avait tant essayé de vivre à la marge de la société, se retrouve observée sous toutes ses coutures. Avec des journées aussi remplies, on comprend mieux le rôle clé de cette camionnette. C'est un peu l'annexe de la chambre de Souria. Elle y fait ses devoirs pour ses cours par correspondance. Elle dort à l'intérieur pendant les compétitions en France et en Europe. Il y avait trop de monde et les gens me reconnaissaient et c'était tout de suite la cohue, c'était tout de suite faire la queue pour faire des autographes. Donc imaginez quand vous allez faire des courses et acheter juste à manger des légumes et puis vous vous trouvez à faire une séance d'autographe d'1h30. Bon, une fois ça va, mais voilà quoi. Après vous avez compris, bon voilà quoi. Je pouvais absolument pas sortir quoi. À patinage, j'ai des petits amis comme ça, les petits patineuses, c'est tout. Mais puis, sinon, j'ai personne. Déjà, je vais jamais dehors dans la rue ou des trucs comme ça. Je vais à la maison, je reviens. Et puis... Tu ressens pas un peu un manque de ne pas connaître autre chose que l'univers du patinage? Bon, non, puis chaque chose a son temps. Pour l'instant, je suis dans mon patinage et puis après, je ferai ma vie après ma carrière de patinage. Mère dévouée pour les uns, mère tyrannique pour les autres. Dans le milieu policier du patinage artistique, ce couple détonne, dérange et même irrite. Les journalistes qui s'intéressent à Souria se focalisent de plus en plus, non pas sur ses prouesses techniques, mais sur sa relation avec Suzanne, sa maman. Un petit câlin après l'entraînement. Ouais, j'ai bien patiné ce matin. Hein? L'émission Envoyé spécial lui dédie même un reportage particulièrement critique en 1994, dans lequel Suzanne est comparée à un gourou. Dans la séquence d'ouverture, elle communique avec Souria par une sorte de langage des signes. Nicole Erdos, la première professeure de patin de Souria, se souvient de ces gestes. J'avais encore de l'autorité à ce moment-là sur elle parce que Souria n'était pas la grande championne qu'elle est devenue. Donc je pouvais encore la conduire. Mais par exemple, quand j'entraînais sur la piste, Suzanne restait dans le vestiaire, mais derrière les vitres, elle faisait des signes cabalistiques à sa fille pour lui montrer comment elle doit faire et tout ça. Bon, c'est gênant parce que la gosse, elle m'écoute. Puis d'un autre côté, elle regarde sa mère. C'est un petit peu double emploi. Et puis elle ne sait pas trop. On ne comprend pas trop non plus derrière la vitre ce qu'elle veut dire. Enfin, je veux dire, elle empiétait un petit peu. Vous ne pouvez pas faire du bon travail quand les parents sont au bord de la piste à faire des signes à leurs enfants, à regarder combien de temps vous passez avec un et pas autant avec l'autre. Mais elle était tout le temps là. Il y a plein de gens qui sont venus mal intentionnés, disant qu'elle voulait prendre la place de mes profs principaux. Mais le problème, comme on dit, quand on est prof, on se donne à fond, mais on sait très bien que de toute façon, on dit « OK, next, au prochain, c'est au prochain », parce qu'on n'est pas concerné, parce que ce n'est pas nos enfants, donc voilà. Et que là, ma mère, elle était concernée à 100%, elle n'avait pas besoin que je la paye, elle faisait son travail 24 heures sur 24, quoi. Le prof avait juste besoin d'être là, à côté de moi, et de sentir qu'on était un binôme, et puis c'est tout. C'était simple, en fait, et souvent, il compliquait les choses, quoi. Parce que vous savez, normalement, les entraîneurs, c'est quand même, vous avez des diplômes. Sa maman a appris sur le terrain. Elle était prof de gym, d'accord. Mais vous savez, c'est très, très spécifique, le patinage. Mais c'est très spécifique. C'est vrai qu'elle a beaucoup appris parce qu'elle a beaucoup assisté aux entraînements. Mais quand vous avez des entraîneurs qui vous mènent au championnat d'Europe, au championnat du monde, il y a des règles dans chaque sport. Il n'y a que l'entraîneur qui est autorisé à être en bord de piste, à entraîner votre élève au moment de la compétition. Bon, sa maman, on la mettait à la porte, elle rentrait par la fenêtre et je pense qu'il y a eu un malaise et qui a un petit peu gêné, qui a un petit peu indisposé les juges, qui a un petit peu entravé. Je crois qu'ils ont pris Souria un peu en grippe. Ça m'a fait beaucoup de peine et j'ai mis ça sur le compte de cet effet-là. En 92, Didier Gaillaguet interdit à Suzanne d'accéder au bord de la patinoire pendant les Jeux Olympiques d'Albertville. Souria le vire sur le champ. Et la séparation est officialisée devant les caméras de télévision au siège de la fédération. Au début, on s'entendait bien, quoi. C'est comme dans un couple, je pense. Au début, ça va bien, puis il y a des moments, des mauvais passages. Et en ce moment, c'est le mauvais passage. Quant à Madame Bonali, elle semblait cet après-midi découvrir avec effroi une situation que chacun jugeait inéluctable depuis bien longtemps. Je me sens absolument pas responsable, non, pas du tout.
J'ai fait de mon mieux, sans faire de tort à qui que ce soit. Donc. Vous allez rester à ses côtés ou alors vous allez prendre un petit peu de recul? Écoutez, pour le moment, j'aimerais passer dans le couloir, d'accord? Merci. Les médias se déchaînent contre Suzanne Bonali. À les entendre, elle serait responsable du style trop athlétique de sa fille, car elle est prof d'éducation physique. Elle la couperait du monde, car elle lui fait l'école par correspondance. Elle la maltraiterait, car elle lui impose un rythme de sportif de haut niveau. J'ai pendant une longue période, où mes parents faisaient tout pour que je sois vraiment, que ça soit vraiment strict, sans que ça soit militaire, mais voilà, quand c'était ma routine, ils savaient, il fallait que je me couche tôt. À 9h, je devais être au lit. J'allais faire du footing. Bien sûr, je ne mangeais pas de sucre, je ne buvais pas des boissons, des sodas, du coke ou des trucs comme ça. C'était une habitude. Je pense que quand on n'essaye pas, on n'a pas envie d'essayer parce qu'on ne connaît pas. Ça ne m'a pas dérangé de ne pas sortir. Je trouve ça bizarre quand les gens disaient « Oh, moi je sors » ou j'entendais des filles d'équipe de France dire « Oh là là, elle a fait la bringue toute la nuit, machin, elle est sortie en boîte, machin. » On disait « Oh !» On disait « Bah oui, elle n'est pas sérieuse. Elle a fait la fête toute la nuit ou elle a un copain. » Et puis après, elle s'étonne pourquoi elle n'est pas capable de faire son saut. Oui, nous on est restés à la maison, je suis restée, je me suis couchée, j'ai dormi, j'ai été sérieuse. Aujourd'hui, mon saut il passe et je pleure pas et c'est elle qui pleure. Si vous aviez refusé tout ça, si vous aviez dit à vos parents non, mais en fait je veux être grosse et faire de la flûte. Je pense qu'elle me l'aurait laissé faire. Je pense qu'elle me l'aurait. Oui. Elle m'aurait rien dit. Du moment que ce que je faisais, je le faisais à fond. Je pense que c'était ça le plus important. N'importe quoi, je devais le faire à fond. Pareil à l'école, quoi. Si j'avais le malheur d'écrire de traviole, déchirer la feuille, recommencer, malheur d'être un peu de travers, l'écriture, il fallait que ce soit extrêmement parfaite. J'avais la chance de m'épanouir en faisant, pendant la période des spectacles. J'avais le temps de voir autre chose, me changer les idées pour pouvoir reprendre la saison que c'est vrai que s'entraîner tous les jours, c'est pas métro dodo, mais c'est un peu la même chose en patinage, quoi. C'était ça, quoi. Se lever, hop, s'habiller, hop, aller à la patinoire, s'échauffer, hop, aller à la patinoire, après on prenait une pause, manger, on faisait une pause, hop, on repartait à la patinoire, entraînement physique, après, Vous n'aviez pas de vacances? Non, jamais, interdit. Beaucoup de gens ont remis en cause le duo mère et fille. Mais en fin de compte, s'il n'y avait pas eu Suzanne, il n'y aurait pas de Souria. Suzanne, elle voulait pour Souria, pas qu'elle soit seulement bonne, elle voulait que ce soit la meilleure et qu'on parle que d'elle. Philippe Candeloro a bien connu la mère et la fille. Elle mettait des cartes de visite ou des cartes de crédit sous les lames pour essayer de trouver la meilleure stabilité parce que Suzanne était persuadée qu'à un certain angle, voilà, Suzanne c'était Einstein des fois de temps en temps, elle disait si tu mets ta lame un tout petit peu plus penchée, peut-être que ça te permettra de faire le quadruple plus facilement. Donc elle recherchait, c'était une espèce d'ingénieur Suzanne parce qu'elle voulait le meilleur pour Souria, le plus facile et se dire même si ça paraissait tordu, Einstein devait être tordu pour pouvoir inventer ce qu'il a inventé. Donc elle se dit c'est pas grave, peut-être que je passerai pour une fille tordue, mais peut-être que si ça peut apporter du bien à Souria, je le fais. Si sa mère n'avait pas été là, Souria n'aurait pas existé dans le monde du patinage. Parce que sa mère l'a quand même beaucoup encadré, s'est beaucoup adapté à ses capacités physiques. Sa mère donc était prof d'éducation physique, je crois, et l'a fait faire beaucoup de gymnastique, de trampoline. Je crois qu'elle a même fait des compétitions de tumbling. Et donc l'a dirigé toujours vers l'aspect physique. Ça a toujours été vraiment les sauts. Et le patinage, malheureusement, c'est surtout la glisse, les pirouettes, la chorégraphie et la technique. Et ça, c'est un peu dommage parce que du coup, il n'y a qu'une case qui était remplie, les autres étaient vides. Cette case dont parle Fernand Fédronic, c'est la note technique, la première note des juges, sur laquelle le duo mère-fille décide de tout miser, surtout au début des années 90. Pour parvenir à sauter 8, parfois 9 fois par programme, alors que les autres s'en tiennent à 6 sauts en moyenne, Souria s'entraîne sans relâche.
Je regrette rien du tout, je ne regrette jamais, je ne regrette rien, comme on dit, comme disait Piaf, mais c'est vrai qu'on en a bavé, quoi. Où est le plaisir ? Le plaisir, c'est qu'il y a 7 sauts différents et que pendant on en fait un où on fait tous les sauts, il n'y a pas d'erreur, ou qu'on dit tiens, je suis arrivé à en faire 5 d'affilée sans me casser la figure, ça c'est cool, ça c'est une bonne journée. Et donc ça, le pire, je pense, le pire pour moi, c'était vraiment, où vraiment j'aimais pas, c'était qu'il fallait absolument trouver une patinoire quand on avait fait 17 heures d'avion, par exemple. Bon, bah la chambre, elle est bien, vas-y vite, ça dépose, il est encore pas trop tard, il est que 17 heures, allez vite, hop, habille-toi vite, trouve ton collant, tes patins, on va à la patinoire. C'est le pire parce que c'est fatigant, on est claqué, les pieds enflés. Donc j'ai appris à ne pas boire pour plus avoir les pieds enflés, parce qu'on avait trouvé que quand on buvait dans l'avion, on avait les pieds qui enflaient. Donc, voilà. Non, mais c'est une façon de vivre, c'est la vie qui est comme ça. Le corps extraordinaire de Surya atteint peu à peu ses limites. En 96, pendant l'entracte de la tournée Champions on Ice, elle s'exerce avec sa mère quand... On a entendu comme crack, une sensation de vide d'un coup. On dit, mais attends, il n'y a plus rien qui se passe. Parce que le tendon, quand on l'a, on n'y pense pas. En touchant le tendon, bah oui, ça tient du talon jusqu'au mollet et du mollet au genou. Quand ça craque, et ben, c'est explosé, il n'y a plus rien qui tient du tout. C'est juste, on dirait un ballon. Quand on a mis un ballon avec de l'eau. Ah ben, on ne marche plus après pendant 4 mois, là, après. La carrière de patineuse de Surya Bonali aurait pu s'arrêter à ce moment-là, quand elle perd complètement l'usage de sa jambe droite après la rupture de son tendon d'Achille. C'est ma première grosse blessure. Et ça m'a fait un mal de chien, comme on dit. Ça a été horrible, quoi. Une blessure que je souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. J'en ai pas, mais même, je pourrais pas imaginer, parce que ça, c'est la mort. Et vous êtes remontée sur la glace tout de suite, en fait? Oui, quoi. 2 semaines après, quoi. J'ai remis les patins, quoi. Même si je savais que j'étais blessée peut-être à vie, mais j'avais quand même loin, j'imaginais que je pourrais peut-être repatiner. Alors, bêtement, quelque chose, ma mère et moi, on s'est dit, bah écoute, on va patiner sur un pied, hein. Être née quelque part, quand les temps sont difficiles, n'est plus si important pour Surya. En 96, elle a 23 ans et elle a de l'argent. Elle aurait pu s'éloigner de sa mère, mais elle fait tout le contraire. En combinant leurs 2 forces de caractère, elles orchestrent le retour de Surya sur le devant de la scène mondiale. Allô? Oui, bonjour. Madame Bonali? Oui. Ce sera dans Corps et l'âme, épisode 6. Who are you? La tête à l'envers.